Bonjour à tous, bienvenue sur Veto Inside. Aujourd'hui, nous allons parler du shunt portosystémique chez le chien. Qu'est-ce que le shunt portosystémique ? Il s'agit d'une communication anormale entre la veine porte et le sang qui provient majoritairement des intestins et la circulation systémique, en grande majorité, la veine cave caudale. Il existe différents types de shunts chez le chien, des shunts extra-hépatiques où la communication anormale se situe à l'extérieur du foie et des shunts intra-hépatiques où la communication anormale se situe dans le foie. En grande majorité, ce sont des animaux plutôt jeunes, généralement de moins d'1 an. Les signes cliniques d'appel sont des signes neurologiques, des tremblements, des moments d'absence, un comportement qui peut être plutôt apathique, des animaux moins actifs que leurs congénères. On peut avoir également des signes digestifs, avec des animaux avec un appétit capricieux, des vomissements, des diarrhées, des troubles de la croissance, des animaux plus petits que leurs congénères, et enfin des signes urinaires, avec la présence de calculs dans les reins, dans la vessie, et donc associés des infections urinaires majoritairement. Le diagnostic se base effectivement sur la clinique, mais également sur des signes biologiques. Qu'est-ce qu'on va rechercher ? On va rechercher des anomalies sanguines qui vont nous donner une indication de shunt portosystémique. En grande majorité des cas, on va trouver des anomalies sur la numération formule sanguine, comme des anémies. On va également retrouver des augmentations de globules blancs, des leucocytoses. Et vous pouvez, bien évidemment, dans la plupart des cas, trouver des anomalies biochimiques avec des diminutions du taux de l'urée, de la créatinine ou encore une diminution du taux de protéines, et notamment l'albumine. Au niveau des anomalies biochimiques, vous pouvez également avoir des anomalies plus spécifiques d'un shunt, et notamment une augmentation des acides biliaires pré- et post-prandiaux, ou encore une augmentation de l'ammonianémie. C'est assez caractéristique d'un problème hépatique. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a obligatoirement un shunt portosystémique. Une fois que vous avez une suspicion de shunt portosystémique, comme je l'ai expliqué, des animaux jeunes, qui peuvent être de petites ou de grandes races d'ailleurs, et ça peut vous aider un petit peu à savoir si c'est plutôt un shunt extra-hépatique ou intra-hépatique, parce qu'à ce moment-là, sur les petites races, on va plutôt s'orienter sur des shunts extra-hépatiques, et notamment les Yorkshire ou encore les bichons. Les shunts intra-hépatiques, on les retrouve plutôt sur les grandes races, particulièrement les labradors, les golden ou encore les bergers australiens. Donc cela va vous mener à suspecter un shunt portosystémique. Vous pouvez également réaliser une analyse d'urine et vous allez vous rendre compte que souvent sur ces animaux, on a une diminution de la densité urinaire et dans certains cas, si vous êtes chanceux, vous pouvez également trouver des cristaux d'urate d'ammonium qui vont fortement vous orienter vers un shunt portosystémique. Derrière, il va falloir l'identifier. Et donc pour cela, on passe par, en grande majorité des cas, une échographie abdominale. On va aller rechercher ce vaisseau anormal, notamment en utilisant des choses comme le Doppler, et essayer de trouver également des signes indirects du shunt portosystémique. Des gros reins, un foie petit, des calculs dans la vessie, ce sont des choses qui vont nous orienter sur les shunts portosystémiques. Une fois que vous avez votre très forte suspicion de shunt et que vous l'avez vu à l'échographie, l'étape d'après, ça va être la prise en charge. Est-ce qu'il faut obligatoirement réaliser un scanner ? Personnellement, je pense que oui, cela va vous aider pendant la chirurgie de manière à mieux voir la communication et c'est obligatoire sur les shunts portosystémiques intra-hépatiques. On va le voir derrière pour leur prise en charge. Au niveau du traitement médical, on va essayer de stabiliser les signes cliniques et pour cela, on va utiliser différents traitements. La première ligne du traitement va être une alimentation pauvre en protéines animales, comme par exemple les aliments à base de protéines végétales et notamment le soja, des alimentations comme le Purina HA ou encore le Royal Canin analergénique, particulièrement intéressant. On n'hésite pas à les complémenter en fromage blanc 0% ou encore en skyr à fort apport protéique. Derrière, on va utiliser du lactulose, le Dufalac, qui a pour propriété d'être laxatif, c'est pas pour cela qu'on l'utilise, mais qui va nous permettre de piéger l'ammoniac au sein des intestins. Et donc, en diminuant l'apport protéique animal, vous allez automatiquement diminuer la production de NH3 et donc d'ammoniac au niveau des intestins, que vous allez en plus piéger avec votre lactulose. Certains rajoutent des antibiotiques, et notamment le métronidazole, de manière à diminuer la quantité de bactéries produisant l'ammoniac au sein des intestins. Vous pouvez le rajouter ou pas en fonction des signes cliniques de votre animal. Et ensuite, ce qui est très important, il y a une grosse différence entre les shunts intra- et extra-hépatiques. Les shunts intra-hépatiques ont tendance à créer
des gastropathies, c'est-à-dire des anomalies au niveau du tube digestif et particulièrement de l'estomac, avec des saignements chroniques et des ulcérations. Il faut donc particulièrement être vigilant à cela et les protéger à l'aide d'un inhibiteur de la pompe à protons et en grande majorité des cas, l'oméprazole, que l'on met dès le diagnostic et qu'on poursuivra toute la vie par la suite. Pour le traitement médical, il est également possible de rajouter, avant l'intervention chirurgicale, du Keppra, du levetiracetam, qui est un anticonvulsivant. Certains le font, d'autres ne le font pas. Il a été démontré dans la littérature que cela permettait de diminuer les risques de complications, et notamment les risques d'apparition de convulsions en post-opératoire. Personnellement, je les mets toujours une semaine avant l'intervention chirurgicale, notamment pour les shunts extra-hépatiques, mais également pour les intra-hépatiques, et on les poursuit en moyenne entre 2 semaines à 1 mois post-opératoire. C'est pour protéger le cerveau suite à l'intervention chirurgicale et éviter effectivement l'apparition de signes neurologiques graves comme des convulsions. Malheureusement, il y a un taux de mortalité qui est relativement important à cela. Le levetiracetam ne permet pas, malheureusement, d'empêcher complètement l'apparition de ces signes neurologiques en post-opératoire, mais permet d'en diminuer la gravité et ainsi le taux de mortalité associé. Une fois que vous avez mis en place votre traitement médical, globalement, vous avez 2 prises en charge. Soit vous continuez le traitement médical. Malheureusement, dans ces cas-là, on le sait, le pronostic est moins bon. Vous allez cacher les signes cliniques et notamment l'encéphalose hépatique en lien avec l'ammoniac. Et donc, ce sont des animaux qui, malheureusement, comme je l'ai dit, ont une expérience de vie qui est réduite aux alentours des 5 ans pour un shunt extra-hépatique. Pour ce qui est du shunt intra-hépatique, on le sait, ils ont tendance à échapper plutôt au traitement médical avec une espérance de vie en moyenne aux alentours des 2 ans. Donc c'est certain que la meilleure option reste le traitement chirurgical. Pourquoi ? Le but, c'est d'arrêter cette communication anormale entre la veine porte et la circulation systémique. Pour le shunt extra-hépatique, la prise en charge est chirurgicale classique, c'est-à-dire qu'on va venir ouvrir le ventre et aller spécifiquement travailler autour de la communication anormale. Pourquoi ? Parce qu'on la voit, elle est à l'extérieur du foie. Et dans ces cas-là, il existe plein d'options qui vont aller de la ligature de cette communication anormale à la mise en place de cellophane ou encore de constricteurs améroïdes. Le but des deux n'est pas le même. La ligature va vous permettre d'arrêter définitivement la circulation et de manière certaine. La seule chose, c'est qu'il y a un risque un petit peu plus important d'hypertension porte. Pourquoi ? Le foie, depuis que l'animal est né, est tout petit et pas bien fonctionnel. Si d'un coup, vous lui envoyez une grande quantité de sang, il va déclencher une hypertension porte. Donc la ligature reste toujours possible, environ 50% des cas. Il faut être très vigilant aux signes d'hypertension porte pendant l'intervention chirurgicale et dans les jours qui suivent. Un autre moyen de limiter l'hypertension porte, c'est de mettre en place un système d'atténuation progressive, comme une bande de cellophane ou un améroïde, qui va vous permettre en moyenne sur 2 mois de venir très progressivement fermer cette communication anormale et permettre au foie en parallèle de grossir et d'être capable de recevoir la quantité de sang des intestins. Quoi qu'il en soit, c'est une chirurgie qui présente des risques et des complications, et particulièrement dans le post-opératoire immédiat, c'est-à-dire dans les 5 jours qui suivent l'intervention chirurgicale. Dans ces cas-là, vous pouvez avoir 3 grandes complications. L'hypertension porte, même avec un système d'atténuation progressive, malheureusement cela peut arriver. Vous pouvez avoir des signes neurologiques, c'est ce qu'on appelle soit des signes neurologiques post-atténuation, soit des convulsions post-atténuation, qui sont malheureusement des choses qui peuvent être graves et entraîner malheureusement le décès, au même titre que l'hypertension porte. Et vous pouvez également avoir des hypoglycémies réfractaires, et dans ces cas-là, ce sont des animaux qui peuvent rentrer en convulsion et en décéder. Heureusement, ces complications sont très faibles. Le pronostic pour la prise en charge chirurgicale du shunt portosystémique extra-hépatique est très bon. Dans 80 à 85% des cas, le chien peut retrouver une vie normale suite à l'occlusion du shunt, donc en moyenne entre 2 et 4 mois. Le traitement médical doit être poursuivi bien évidemment pendant cette période-là, parce que votre shunt n'est pas complètement occlu. Donc c'est normal, et derrière, au bout de 2 à 4 mois, on vérifie l'occlusion du shunt, et le chien peut reprendre une vie normale avec un très bon pronostic et une bonne espérance de vie. Pour ce qui est de la prise en charge du shunt portosystémique intra-hépatique, on le faisait jusqu'à maintenant par des techniques ouvertes, et cela nécessitait donc de venir disséquer à l'intérieur du foie pour révéler généralement
l'arrivée du shunt dans la veine cave caudale. Et c'était des chirurgies qui étaient longues, qui présentaient des grands taux de saignement et un pronostic qui finalement était relativement moyen comparativement au shunt portosystémique extra-hépatique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Bien évidemment que ça fonctionne et que ça reste une prise en charge chirurgicale qui est possible. Mais maintenant, avec l'avènement des techniques minimalement invasives, on a la possibilité de procéder à des interventions chirurgicales dites endovasculaires, c'est-à-dire qu'on n'ouvre plus le ventre et on vient passer notamment au niveau de la jugulaire, une petite incision, et on va venir occlure progressivement le shunt depuis l'intérieur des vaisseaux sanguins en utilisant des petits coils qui sont un petit peu comme des petits tourbillons avec des petites plumes et qui vont permettre en fait de venir créer une obstruction au niveau de la communication anormale au sein du foie, au sein de ce shunt intrahépatique. C'est une chirurgie bien évidemment qui reste complexe, une instrumentation particulière, mais qui présente derrière un pronostic qui est bon aux alentours des 80% pour un retour progressif à une vie normale. L'espérance de vie reste quand même un petit peu moins bonne que le shunt portosystémique extra-hépatique en raison de cette gastropathie. C'est quelque chose contre lequel on a du mal à lutter et c'est pour ça qu'on va garder l'oméprazole. Et donc, généralement, l'espérance de vie se situe aux alentours des 7 à 8 ans, ce qui est bien meilleur qu'une absence de prise en charge chirurgicale. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur Veto Inside.